Je vous propose que nous commencions. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir pour cet atelier sur la résilience des territoires. Alors, je vais être non seulement l'animatrice, mais aussi peut-être quelqu'un qui ne connaît pas forcément très très bien le sujet, parce que c'est pas forcément ma partie, donc avoir le côté naïf aussi pour l'animation. Et en tout cas, merci à nos 4 intervenants à qui je demanderai de se présenter dans quelques secondes. Donc, on se retrouve tous ici. Alors, ce qui est génial, c'est que sur le site, vous avez vu qu'on était un mélange de toutes les corporations de la Croix-Rouge, aussi bien bénévoles, salariés, des partenaires qui sont avec nous. Enfin, il y a un grand mélange et que c'est un vrai bonheur, en tout cas, de prendre ces temps ensemble. Là, on va passer la matinée sur ce sujet qui est effectivement la résilience des territoires. Donc, la Croix-Rouge... Il est souvent observateur dans beaucoup d'endroits, puisqu'on est présent sur l'ensemble du territoire, non seulement métropolitain, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, qu'avec tous nos bénévoles, avec tous nos salariés, ça représente une force d'à peu près 75 000 personnes, ce qui n'est pas rien. Et donc, on peut, à un moment donné, contribuer aussi à aider nos territoires à faire face à un certain nombre de problématiques, de changements, et que la Croix-Rouge peut être un acteur majeur sur ce genre de choses. Et donc, c'est voir ensemble, avec nos intervenants, eh bien, qu'ils nous fassent des propositions, qu'ils puissent nous aider et voir comment nous, on peut contribuer à être justement un observateur et un acteur, un opérateur pour faire changer ces territoires et faire réagir les territoires face au monde qui bouge. On a un monde qui bouge, on ne peut pas dire aujourd'hui on va fonctionner comme on fonctionnait il y a 20 ans. Il faut qu'on fasse face à tous ces changements, tous ces bouleversements, toutes ces catastrophes. On voit que la sécurité est un problème de plus en plus aussi. Enfin, on voit qu'on a des problématiques qui sont de plus en plus importantes, comme la problématique de tout ce qui est des migrants. Enfin voilà, il y a plein de choses qui bougent et il faut qu'on puisse réagir. Et pas que réagir, parce que souvent on a tendance à vouloir faire les pompiers, mais on peut peut-être anticiper un petit peu. Et que je crois que c'est vraiment effectivement important qu'on puisse se positionner sur ces changements et voir comment est-ce qu'on puisse faire mieux. Il faut aussi qu'on change nos modes d'intervention, parce que là aussi, notre façon de travailler ne peut plus être la même. On ne peut plus garder les mêmes façons qu'avant. Il faut qu'on se modernise. Là, il y a plein de choses qui se font, on l'a vu pendant ce week-end, mais il faut aussi qu'on s'adapte, qu'on puisse se mettre à travailler différemment, tous ensemble. Et puis je crois que la Croix-Rouge, on l'a un petit peu dit, on en peut parler un peu en aparté, on n'a pas toujours été à travailler avec les autres. C'est-à-dire qu'on était chacun sur nos territoires, et puis on se disait, oula, chacun chez soi, et puis on verra bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a quand même réalisé depuis quelques années, et c'est de plus en plus, c'est qu'on doit être complémentaires les uns des autres. L'idée n'est pas de dire qu'on est tous en concurrence, on peut faire mieux tous ensemble. Hier, Nicolas Hulot le disait, c'est qu'à un moment donné, chaque citoyen devrait en tout cas prendre un petit peu en compte tout ça, et qu'on doit pouvoir travailler les uns avec les autres si on veut faire mieux dans les années qui viennent, parce que les défis sont beaucoup trop grands pour qu'on se batte et qu'on dise on garde chacun nos territoires. Donc je voudrais remercier nos 4 intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons Laurence Menet, qui est directrice du pôle domicile personnes âgées de la Haute-Vienne pour la Croix-Rouge et qui est coporteuse d'un projet de tiers-lieu Croix-Rouge. Alors tiers-lieu Croix-Rouge, moi c'est quelque chose qui depuis quelques temps en tout cas, qui me passionne et qui aujourd'hui encore pas très clair à mes yeux, puisque je sais que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a pas mal de choses qui sont en train de se créer, et en tout cas j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, parce que c'est tellement séduisant en tout cas sur le concept. En tout cas je suis ravie, Laurence, que vous soyez parmi nous. Michel Briand, qui est spécialiste donc des réseaux coopératifs et des communs, il nous expliquera un petit peu ce que ça représente. Nous avons Pascal Desfarges, qui est parmi nous aussi, qui est fondateur de l'agence Rétis, spécialiste des territoires collaboratifs. Et puis nous avons Stéphane Vincent, qui est parmi nous et qui est délégué général, accrochez-vous, de la 27e région. Voilà. Donc je vais donc leur donner la parole. Donc on aura une série de questions-réponses dans la matinée. On aura un temps d'échange avec vous après, mais je vais leur poser quelques questions. Et puis à la fin, prenez un petit papier, notez ce qui passe à un moment donné comme question par la tête, et on aura un échange avec tout le monde. Et puis je vais leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter de façon un petit peu plus approfondie, et on commencera les questions-réponses. Voilà. Laurence ?
Alors, honneur aux dames. Donc, effectivement, je suis directrice d'un pôle domicile et personnes âgées dans la Haute-Vienne. Ça englobe 164 salariés, essentiellement des aides-soignantes et des infirmières, et un EHPAD qui se trouve également en milieu rural de 61 places. L'intérêt effectivement de l'expérimentation qui va être portée sur Château-Ponsac, c'est que chacun de nos services, mais c'est un petit peu le propre de la Croix-Rouge quasiment partout, est situé dans des ruralités fort éloignées, généralement de tout axe de vie, où malheureusement on est avec des publics vieillissants, et c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus de besoin et qu'on n'a plus le droit de vivre. Voilà un petit peu. Donc c'est vrai que sur mon arrivée dans le 87, on a eu la chance effectivement de pouvoir apprendre à connaître et échanger sur ce qu'était un tiers-lieu. Et il me semblait intéressant qu'effectivement dans la stratégie nationale qui était de se dire à un moment donné, il faut rétablir le lien salarié-bénévole, et d'intégrer ce projet, ce beau projet qui est en fait un espèce de melting pot de toutes les idées sont les bienvenues, même les plus folles, parce que finalement c'est celle-ci qu'on retient parce que c'est vraiment excellent et que ça répond à un besoin du territoire. Donc voilà, on est partant pour l'aventure et je pense qu'on va faire de très très belles choses qui après effectivement essaimeront parce que c'est le principe de cette communauté. Merci Laurence. On passe la parole à Stéphane. Merci. Donc, je m'appelle Stéphane Masson, je suis délégué général de cette association qui porte un nom étrange. Pourquoi la 27e région ? C'est parce c'est un projet qu'on a monté à l'origine avec les conseils régionaux, à l'époque où il y en avait 26, voyez-vous. Et la 27e, c'était l'idée de créer une sorte de laboratoire des territoires, un endroit où on essaye d'imaginer d'autres façons de faire des politiques publiques. En gros, ce qui nous motive, c'est de penser qu'on ne peut pas construire des équipements publics, des dispositifs publics, des politiques publiques sans leurs usagers. Et donc, on travaille depuis 10 ans à associer les habitants d'un village à la création de leur médiathèque, reconstruire le lien entre les patients et leur hôpital, remettre à chaque fois les usagers, les bénéficiaires au cœur du projet. On sait qu'on a des organisations publiques, des institutions qui ont un peu du mal à le faire, parce qu'elles sont d'abord sur des logiques de gouvernance assez classiques, d'administration assez classiques. Donc voilà, depuis 10 ans, on développe des méthodes, des façons diverses de faire ça. Il se trouve que je serai dans un atelier à 14h, je crois, où je rentrerai plus dans les méthodes, où j'expliquerai plus dans le détail comment on procède. Donc, je n'en parlerai pas ce matin. Voilà, je resterai dans le débat de ce matin. Merci Stéphane. Je crois que c'est important, l'atelier de ça, il y aura ce matin effectivement ces échanges, mais ce qui est important, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'attente, de la territorialité, de qu'est-ce qu'on peut faire de différemment et autres, et qu'il y a plein d'ateliers qui continueront cet après-midi. Donc vraiment, il y a des choses encore plus pratiques cet après-midi qui peuvent se passer, donc vous pourrez aller dans la tente à côté pour pouvoir justement continuer à travailler. Pascal ? Alors, moi je m'appelle Pascal Desfarges. Alors, je suis là à double titre. À la fois, je dirige une toute petite agence qui accompagne les collectivités territoriales, les médiathèques, les musées, les centres d'art, les réseaux associatifs, aux cultures collaboratives et à la démocratie contributive. Ça, c'est un thème, je pense, qui va chapeauter le tout. Et puis, je suis aussi co-fondateur d'un tiers-lieu dans un quartier politique de la ville à Rouen, qui s'appelle Au Fil Conducteur, qui est une fabrique de couture collaborative et connectée. Ça parle aux vestiboutique, parce que c'est ce que pourrait devenir dans un tiers-lieu une vestiboutique. Voilà. Une évolution de la vestiboutique, possible. Moi, mon constat, c'est la fin des guichets sociaux, la disparition progressive de tous les guichets. Je vais vous donner un exemple. La Société Générale a annoncé la fermeture de 400 agences dans les 3 ans qui viennent. Les guichets vont fermer, pourquoi ? Parce que tout est dématérialisé. Tout est dématérialisé, tout est en ligne. Or, chiffre de la CNAF, on accompagne aussi la CAF et la CNAF, chiffre national de la CNAF, 18% des allocataires CAF ne savent pas allumer un ordinateur. Allumer, je ne parle même pas d'Internet, là, je parle d'informatique. Donc ces gens-là, on en fait quoi ? Comment on les accompagne ? Et ça, c'est vraiment très important. Et pour moi, l'émergence des tiers-lieux, alors tiers-lieux, ça n'existe qu'en France, hein, parce qu'en fait, à l'échelle mondiale, c'est shared space, les espaces partagés de démocratie contributive. C'est renouveler la notion de service public, renouveler
la pensée de l'espace public, et ça, c'est aussi ton travail, Christian, là-dessus, repenser l'espace public et faire en sorte que les populations participent à la co-construction de leur vie quotidienne, de leur espace quotidien en hyper-proximité. Voilà, donc moi je m'évertue, je passe ma vie sur tous les territoires, donc j'ai beaucoup d'expériences très concrètes que je peux transmettre à tous les niveaux sur ces démarches-là. Tout ne réussit pas, c'est compliqué, parce qu'il y a le droit, parce qu'il y a le droit des collectivités, parce qu'il y a il y a des chocs juridiques qui se mettent en place. Voilà, et donc moi c'est ça mon travail, mon métier et ma passion. Ma passion, parce que ça, pour moi, c'est un laboratoire que voilà, et ce laboratoire me sert après dans mon métier. Voilà. Merci. En tout cas, on a déjà envie de partager cette passion. Donc, on va passer la parole à Michel Briand pour se présenter. Alors, donc, je m'appelle Michel Briand. J'ai une particularité. Donc, j'ai été élu local à Brest sur le numérique. Et j'ai essayé de développer une politique que Pascal a nommée tout à l'heure, une démarche contributive. C'est-à-dire que j'ai essayé de développer le faire avec, c'est-à-dire que ce n'est pas l'élu ou le service qui décide, il propose quelque chose et c'est réapproprié petit à petit. Par exemple, dans la ville de Brest, il y a 100 points d'accès public à Internet. C'est être en attention. Être en attention, on a à Brest un appel à projet qui est un appel à envie. C'est-à-dire tous les projets sont retenus. Il n'y a pas de compétition. Vous avez envie de faire, ce qui compte, c'est l'envie de faire. Et vous faites partie, vous êtes retenu. Et puis, le point le plus difficile, c'est le donner à voir. À l'école, on a appris à cacher notre copie. On ne raconte pas ce qu'on fait. Et donc, il est vraiment important d'apprendre à publier. Moi, je rêve d'une école de formation des enseignants où tous les enseignants auront publié un article, ce qui n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, pourquoi c'est important ? Parce qu'on est dans une société où, face à toutes les transitions qui sont en cours, on a besoin que ce soit les gens qui transforment la société. Le changement, il ne va pas venir d'en haut. On n'y croit pas. Donc ce changement, il va venir avec les colibris, avec les Ripper Café, les jardins partagés, les AMAP, avec tout ce qui se construit. J'ai fait un petit peu le compte des gens qui participaient à ces choses-là sur Brest. Ils sont 2000 ou 3000. Simplement, ça ne se voit pas. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre en avant les gens qui font, les mettre en valeur et faire voir aux décideurs publics que ces choses-là se font. Et, comme le disait aussi Pascal, inventer des modèles d'économie hybride. On ne pourra pas ouvrir les bibliothèques le soir, le week-end, en augmentant le nombre d'agents du service public. Mais il y a plein de gens qui sont prêts à participer à l'ouverture de la bibliothèque. Il y a plein de gens qui sont prêts à mettre du temps dans l'accompagnement des personnes en difficulté sur la dématérialisation. Donc ce qu'il faut, c'est mettre en mouvement la société pour que tous ceux qui sont prêts à faire quelque chose puissent le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu cette démarche contributive, reconnaître la possibilité à chacun de contribuer. Et c'est un peu de ça qu'on va discuter sur les territoires. C'est vraiment nouveau. Les gens sont formidables, ils font plein de choses, mais où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est vu ? Où est-ce que c'est mis en échange ? Merci. En tout cas, ça nous laisse présager une matinée fort intéressante. Alors, nous allons avoir 3 séries de questions. Une première série de questions qui va être sur l'analyse de l'évolution du contexte des territoires. On parlera ensuite des nouveaux acteurs donc, dans tous ces projets. Et puis, on parlera en dernière partie sur la place des citoyens, des habitants dans ce domaine-là. Parce qu'on sent qu'effectivement, quand je disais tout à l'heure que le monde bouge, c'est plus que ça. Je pense que ça grouille. Les gens, on voit bien que le modèle aujourd'hui ne convient plus, ne marche plus, et qu'on ne peut pas avoir un seul modèle. Vous avez parlé de modèle hybride, de s'adapter. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, on ne peut pas faire du copier-coller partout en se disant que ça va marcher partout. Il faut vraiment prendre les besoins à l'échelon du territoire et mettre en place des choses qui viennent du territoire lui-même. Donc, en tout cas, merci pour ce premier préambule en vous présentant. Donc, je vous propose, donc on va passer la parole à chaque intervenant sur chaque question pour qu'on puisse entendre votre point de vue. Donc, tout d'abord, parlons de l'analyse de l'évolution du contexte des territoires et de votre point de vue, vous avez des expériences riches et variées. À quelle transition aujourd'hui faisons-nous face dans nos territoires ? Qui prend la parole en premier ? Il y en a juste quelques-uns. Comme vous voulez, voilà. On fait le sens inverse. Michel. Les transitions, il y en a plein. Donc il y a la transition écologique, les questions d'énergie.
On voit bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon la planète va dans le mur, les abeilles meurent, etc. Mais cette transition-là, c'est aussi la transition du travail. On l'évoquait tout à l'heure. Il faut imaginer de nouvelles formes de travail. L'intelligence artificielle va supprimer des dizaines de milliers d'emplois dans tout ce qui est banque et assurance. Donc il faut imaginer d'autres formes de travail où certains sont rémunérés, d'autres sont bénévoles et reconnus. Donc la transition du travail. La transition démocratique. On voit bien que le fonctionnement démocratique, ça ne marche plus. Et donc on a toute une série de transitions. Qu'est-ce que c'est que le mot transition? C'est quand l'ancien monde ne fonctionne plus et qu'on peine à imaginer le prochain, en plagiant un auteur connu. Et dans cet entre-deux, il y a des monstres qui surgissent. Les monstres qui surgissent, vous en connaissez aux États-Unis, en Russie ou même en France. Je ne citerai pas de nom, mais on voit bien qu'il y a cette tentation du repli sur soi, du rejet des autres. Et ça, c'est peut-être monstrueux. On a connu des guerres avec le siècle précédent avec ça. Donc les transitions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on transforme la société en faisant appel à l'intelligence des gens. Et qu'il y ait un changement de posture. Moi, je travaille beaucoup sur le numérique. Mais ce qui n'est pas important, ce n'est pas les outils. C'est qu'est-ce qu'on a comme posture. Et je plaide, moi, pour des postures de partage et de coopération. Par exemple, on a proposé tout à l'heure que le site de la Croix-Rouge, les contenus puissent être partagés. Aujourd'hui, si vous reprenez un contenu du site de la Croix-Rouge, vous pouvez aller être envoyé au tribunal et en prison. Donc, il faut apprendre à partager, apprendre à coopérer. Et apprendre à coopérer, c'est important parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. On a encore une fois appris à travailler tout seul, en compétition avec le premier de la classe. Aujourd'hui, il faut inventer ce monde de la coopération, ce monde de la résilience, où plein de gens sont formidables, qu'on ne connaît pas, et mettre en avant cette capacité à innover. Merci. En tout cas, ça donne l'impression quand même qu'il faut commencer tout petit. C'est-à-dire que c'est mais c'est pas grave. Non, mais je dis c'est bien. Non, mais sauf qu'on est nombreux. Les colibris, c'est 30 000 personnes, bien 200 000 sympathisants. Ouais. Sur Brest, je te dis, j'en compte 3 000. Tu prends les dirigeants politiques, tous les partis politiques, ils sont 200 ou 300, et ils ont le pouvoir. Donc, quelque part, il faut inventer un nouveau mode qui donne la place à ces 3 000 personnes. Bien, difficile de prendre la parole après la synthèse de Michel Briand, mais quand même. Alors moi, je vais donner mon point de vue, mais c'est le même, mais peut-être avec d'autres mots, c'est tout. On est dans un changement de civilisation. Que vous le vouliez ou non, on est dans un changement de civilisation. Et on est en train de passer, et je ne vais pas vous faire une théorie remontée à l'historien Fernand Braudel sur l'histoire des civilisations, mais on est en train de passer d'un monde hiérarchique à un monde collaboratif. Attention, collaboratif ne veut pas dire humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cultures numériques, parce que c'est l'idée d'une culture, et c'est vrai que le numérique ne se résume pas du tout aux outils, on appelle ça le technocentrisme quand on se résume aux outils, c'est que les cultures numériques que portent vos enfants et petits-enfants, parce qu'ils usent du numérique, ils ont appris à partager, à échanger, à diffuser. C'est ce qu'on appelle le modèle pair à pair. Modèle pair à pair, moi je préfère parler de modèle distribué, où les gens s'échangent les uns les autres. Si Facebook existe, c'est parce que la structuration d'Internet permet d'échanger entre tous. Et ça crée une culture de l'échange. Dans cette culture de l'échange, soit j'y mets du mercantile, et ça s'appelle Facebook, ça s'appelle Blablacar, ça s'appelle Airbnb, c'est-à-dire où la centralité a disparu puis on s'échange, soit j'y mets des valeurs. Et si j'y mets des valeurs, ça s'appelle Wikipédia. Vous voyez ? Wikipédia, encyclopédie qui date de 2001, si vous la comparez à la Diderot d'Alembert qui date de 1752-1773, eh bien la Diderot d'Alembert n'a jamais développé, avec ses bébés, Britannica, Larousse, 24 volumes. Il y a un universitaire allemand, il a essayé d'imprimer en papier Wikipédia. Alors, il s'est adressé à un mathématicien, forcément. Résultat, 18 000 volumes. En l'espace de à peine 20 ans, les gens, sans être payés, sans légitimité intellectuelle, sans revendiquer un quelconque pouvoir, ont produit une œuvre qui est sûrement un des livres les plus importants depuis Gutenberg, de 18 000 volumes. Et que c'est un livre qui ne se finit jamais. C'est un livre infini. Borges, l'écrivain Borges disait la bibliothèque de Babel, ou le livre de sable qui ne se finit jamais, il existe, ça s'appelle Wikipédia. Si maintenant vous prenez Wikipédia comme modèle, et que vous l'appliquez à du territoire, à des choses concrètes, le même modèle, ça s'appelle une grainothèque. Une grainothèque, c'est une bibliothèque de graines libre de droit, où les gens s'échangent. 75 grainothèques en France aujourd'hui, plus de la moitié sont dans des médiathèques. Normal, c'est une bibliothèque.
une indexation des graines. Croyez-moi, Monsanto voit d'un très sale œil cette émergence, avec une première journée nationale l'année dernière des grainothèques françaises. Cette idée du partage, de la contribution, elle est fondamentale. Et il faut la défendre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une unité locale Croix-Rouge ? C'est un lieu évidemment fondamental, il y en a plusieurs centaines en France. J'y vais en reculant parce que j'ai la honte d'y aller. Je suis en perdition personnelle, j'ai honte de rentrer. Donc je rentre avec ma capuche dans le dos pour aller chercher des vêtements et à manger. Vous voyez ? J'ai honte, c'est personnel. Si maintenant on fait évoluer une unité locale Croix-Rouge comme un modèle contributif, où les citoyens, pas simplement les bénévoles, ça questionne la notion de bénévolat qui est en train d'évoluer. Voilà. Le bénévolat évolue. Parce qu'en fait, potentiellement, chaque citoyen peut être bénévole. Chaque citoyen a une histoire, a des compétences, peut apporter. Chacun peut s'apporter l'un l'autre. N'importe qui peut m'apprendre quelque chose. Eh bien, si on imagine une unité locale Croix-Rouge comme un système pair à pair d'échange de compétences, d'aide et d'entraide, on revitalise les choses, on repense les choses et surtout, on crée de l'estime de soi. Et là, les gens pourront rentrer à l'unité locale Croix-Rouge pour s'y détendre, pour ne rien faire, pour échanger, pour s'humaniser les uns les autres. Voilà, ça c'est pour moi fondamental. Mais c'est la suite de ça. Et créer du lien. Créer du lien partout. Parce Exactement. que le modèle Internet permet de créer du lien. Et maintenant, ce modèle, il faut l'appliquer au réel. Pardon, au réel. Bon, moi je suis d'accord et j'étais en train de me demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir ajouter à ça. Sur l'espace public, c'est intéressant. Promis, Laurence vous passera en premier. C'est de plus en plus dur. Hein, non, en fait, peut-être pour ajouter une dimension à ce qui vient d'être dit, moi c'est la dimension culturelle qui nous intéresse, c'est-à-dire on a un État qui a une vision républicaine et égalitariste en fait de la France et qui voudrait que les choses soient distribuées à l'échelle du pays. Et on voit bien qu'en réalité, nous à chaque fois qu'on travaille dans des territoires, quand vous posez la question des territoires, c'est quand même fichtrement difficile de répondre à ce que sont les territoires en France. Il y a des tas de... Il y a que des réalités très très différentes. Là, par exemple, on n'a pas beaucoup de repères, mais la Caisse des dépôts a sorti une étude et un programme qui parle des 222 villes en France, des villes moyennes, qui connaissent à peu près les mêmes difficultés de dévitalisation du centre-ville et des commerces, qui sont victimes des grandes surfaces en périphérie. C'est la France pour certaines des villes moches dont parlait un magazine il y a quelques années. Donc ça, c'est une variété de villes. On a des logiques périurbaines, on a des logiques périrurales, on a des logiques rurales, mais en réalité, on a 1000 logiques, 10 000, 100 000 logiques différentes. Et nous, l'impression qu'on a, c'est qu'il faut que l'État, que les acteurs publics acceptent qu'il y ait des solutions contextualisées. C'est-à-dire que les cultures ne sont pas les mêmes. Hier, j'étais à Mulhouse et je travaille avec les agents de la ville de Mulhouse. La culture des agents de la ville de Mulhouse, on est près de la frontière allemande. C'est des gens, il y a une certaine culture, quoi, et qui n'est pas la même que quand je travaille avec des agents parisiens ou des habitants parisiens ou avec des Bretons. Comment on arrive à composer des solutions qui peuvent s'inspirer les unes les autres, mais qui sont contextualisées aux cultures locales. Et ça met un petit peu en peine aussi toutes les logiques un peu McDonald's, quoi, des solutions qui viendraient s'implanter de la même façon partout, des visions. Donc voilà, comment on construit comment les nouvelles transitions territoriales nous imposent de construire des solutions vraiment contextualisées aux territoires et aux populations avec lesquelles on travaille. Voilà, c'est dit. Mais là, ça va être Laurence. compliqué. Alors, moi, je vous rejoins si je fais une transposition sur les établissements tant du domicile que l'EHPAD. C'est vrai que, vous l'avez dit, la société change, elle est en mouvement. Nos professionnels dans nos établissements Croix-Rouge sont des professionnels qui sont là depuis 15, 20 ans, certains 30 ans, qui effectivement doivent faire face à ces nouveaux professionnels qui ne conçoivent effectivement leur première expérience professionnelle au sein de la Croix-Rouge que sur 3 ans parce qu'elles ont un autre projet, elles vont bouger. Donc on a beaucoup de turnover, mais qui effectivement correspond à ce que les jeunes veulent aujourd'hui et qui du coup heurte un petit peu nos professionnels en place.
on est touché de plein front sur cette génération avec l'entrée du numérique dans nos professions. Elles sont au domicile, seules. Effectivement, les outils de mobilité, on va télétransmettre, on va signaler sa présence à tel domicile. Donc là aussi, c'est un choc des cultures. Du coup, c'est comment, effectivement, on les accompagne à cette mutation de la société où elles ont l'impression que ça ne répond pas foncièrement aux besoins d'un territoire qui est fort rural. Malheureusement, on est aspiré par les administrations qui nous demandent de la traçabilité, de la productivité, avec des moyens. On est tout à fait clair, le bénévolat en est victime aussi, avec des budgets de plus en plus contraints. Du coup, c'est comment, à budget constant, eh bien, on réinvente nos métiers. Comment on réinvente aussi, du coup, notre EHPAD. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit je vais mettre mamie à l'EHPAD parce que, ah ben oui, d'accord, voilà, c'est oulala. Et finalement, avec mes équipes, c'est de dire, bon, il y a l'EHPAD d'aujourd'hui, avec toutes ces règles, tous ces protocoles, vous rentrez une tomate, elle ne peut pas revenir en arrière parce que sinon vous l'avez contaminée, donc on jette. Enfin, il y a des choses un petit peu, on se dit, mais on marche sur la tête. Refaisons de ces EHPAD des lieux de vie et pas des lieux de fin de vie. Parce que c'est dramatique. Enfin, quand les gens, les visiteurs viennent, on a l'impression qu'ils viennent saluer un mourant, quoi. Et on l'a vu pour la fête de Noël. Alors, je détonne dans le paysage, je ne suis pas soignante. Donc, à Noël, j'avais mis mon bonnet clignotant, j'avais ma petite guirlande. Et les familles, quand elles m'ont vue, elles ont été hyper choquées. Mais j'ai dit, mais on n'est pas dans un mouroir, on n'est pas dans un hôpital qui impose effectivement peut-être du calme. Je dis, on est dans un lieu de vie, on a le droit de chanter, on a le droit de rire. Donc voilà, et c'est effectivement du coup, dans cette dynamique, c'est comment on crée cet EHPAD de demain, qui n'est peut-être pas un EHPAD qui doit rester dans un bâtiment, qui doit être aseptisé. Comment l'EHPAD, finalement, il ne serait pas hors les murs. Voilà, comment je viens, moi, EHPAD, chez vous, vous apporter le service, parce qu'on le sait, on finira tous dépendants. Pas égaux devant la perte d'autonomie, certains avec de la démence, d'autres pas de démence. On va reprendre le cas de ce monsieur qui, bon, il est interdit maintenant de refaire du vélo, mais 100 ans, qui a battu le record du monde de sa catégorie du kilomètre. Voilà, c'est comment effectivement on se dit, oui, ok, je vais vieillir, oui, je vais devenir dépendant, mais comment j'ai envie d'être accompagnée et comment effectivement la collectivité, la communauté, les communautés de vie, on commence à le voir se développer, où effectivement on met des EHPAD au sein d'une résidence universitaire avec des étudiants qui effectivement vont juste donner 2-3 heures de leur temps par semaine, voilà, mais 2-3 heures qui effectivement de redonner de la dignité et la place d'individu à une personne âgée vieillissante. Merci, c'est trouver des solutions pour faire la différence et changer les choses. Alors, justement, selon vous, par rapport à... Il y a plein de forces qui peuvent permettre d'être des leviers dans cette nouvelle société qu'on veut voir évoluer. Pardon. Est-ce que comment vous identifiez ces forces qui peuvent servir de levier justement pour pouvoir développer ces nouveaux modèles, ces nouveaux territoires ? Alors, du coup, c'est moi qui vais commencer, mais je vais être très courte. Et après, il faudra peut-être qu'on fasse un coup au milieu quand même. Ouais. Alors, effectivement, la force, c'est le territoire. La force, vous l'avez dit, ce sont les gens. C'est chacun qui, aujourd'hui, peut mettre sa pierre à l'édifice, peut apporter sa connaissance, son savoir-faire. Et effectivement, je pense que ces constructions-là... Alors, effectivement, il y a Internet qui permet la diffusion à très grande échelle. Effectivement, comme on l'a dit, ce qui se passe, par exemple, à Strasbourg ne peut pas être dupliqué, mais par contre, le fait de l'idée même, elle peut être réutilisée et réadaptée au territoire. Moi, je pense qu'effectivement, les forces, elles vont venir du terrain et de tout le terrain, que ce soit une personne âgée, un jeune, un actif, une administration qui pourrait nous surprendre, avoir des idées, mais elle en a. Après, c'est effectivement comment elle accepte, elle aussi, du coup, d'accepter que sa vision, elle n'est pas simplement descendante et comment, effectivement, c'est à plusieurs qu'on construit. Et je crois que c'est là qu'est la solution, de recréer ce lien, en fait. On le voit dans la société que ça commence à bouger. Les gens réachètent en proximité. Et ça, je trouve que c'est déjà un des signes, voilà, on avance. Non, effectivement, depuis quelques années, enfin même pas mal d'années, on commence à comprendre qu'on a besoin de créer des dynamiques qui sont beaucoup plus transversales, qui sont interterritoriales, qui sont entre acteurs publics, privés. Il y a quand même pas mal de dispositifs même qui sont sortis ces derniers temps, les PCTE, en ce moment on parle des plans d'alimentation territoriale. Il y a pas mal d'initiatives pour faire ça. Simplement, par moment, il faut se méfier parce qu'on peut
partir dans des démarches comme ça, mais sans la culture de coopération qui va avec. En fait, le problème, c'est qu'on a tous des réflexes qui nous viennent de la compétition entre les territoires, de la compétition entre nos structures. Il faut se battre pour trouver des financements. Donc on vient quand même d'une culture plutôt où on a mis en compétition un peu tout le monde. On a mis en compétition les territoires, même l'État d'une certaine manière. L'Europe a mis en compétition les territoires. Et là, il faut qu'on arrive à développer une culture de la coopération. Et c'est là où ces choses-là appellent des capacités, des compétences. C'est-à-dire que coopérer, en fait, ça s'apprend. C'est des pratiques professionnelles nouvelles. C'est des... je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Ouais. Donc la question, c'est comment on va enseigner ça, comment on va l'apprendre, quelles sont les pratiques dans les écoles. Je peux vous dire qu'il y a encore du boulot. C'est-à-dire, par exemple, les pratiques de coopération à l'ENA, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Mais je tire un peu... c'est un peu facile ce que je viens de dire, mais globalement, quand même, le problème de la coopération, c'est que ça se pratique. C'est-à-dire qu'il faut le faire, il faut l'expérimenter, il faut le tester, il faut se lancer. Donc c'est beaucoup une culture du faire, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas tellement le raconter, il faut le pratiquer. Et c'est ça qui rend difficile aussi le passage d'une culture de la compétition un peu généralisée, où on a tous appris à répondre à des appels à projets, à être le meilleur parmi tous les territoires, à être la meilleure structure, à être celle qui va être retenue. Et là, tout d'un coup, il faut passer à une culture où on travaille de façon pluridisciplinaire, on travaille avec les directions voisines sans se bouffer le nez, on travaille avec les territoires voisins. Et ça, c'est alors un changement de culture. Et là, voilà, la question qui va sans doute se poser, c'est comment on se forme à ça ? Où est-ce qu'on se forme à ça ? Alors, il y a bien des choses qui naissent, mais on n'y est encore pas en termes de... Enfin, voilà, il faudrait maintenant qu'on passe à une grande échelle de l'apprentissage de la coopération. Merci. Bien, Pascal. je passe après Christian Vincent. Comment on se forme ? Tiens, je te prends un lien. Comment on se forme à ça ? Je ne pense pas que ce soit une question uniquement de formation. Je pense que les gens, ils contribuent, ils vont contribuer, ils vont collaborer à partir du moment où ils ont un projet. À partir du moment où on les emmène vers un projet commun. J'ai en face de moi une bibliothécaire de la médiathèque de Lezoux, accompagnée par la 27e région, mais dont le projet contributif a été accompagné par Rétis, la suite. Eh bien, tout est fait dans cette médiathèque pour que les gens contribuent, mais par rapport à des projets. C'est la médiathèque dont vous êtes le héros. Si ce n'est pas un slogan marketing culturel exceptionnel, là c'est absolument génial. Alors ça vient des livres dont vous êtes le héros, dans les collections des bibliothèques. Mais je pense qu'on n'apprend pas à contribuer. On contribue quand on est ensemble vers une idée commune. On va peut-être revenir au commun, mais vers une idée commune. Si on partage des valeurs, alors contribuer, c'est plus facile, si on a la même valeur. Vous voyez ? C'est la plus facile. Après, j'aime bien l'idée de la concurrence aussi. Je vais peut-être un peu mettre les pieds dans le plat à la Croix-Rouge. Et le Secours populaire ? Vous voyez, le Secours populaire, c'est une autre entité qui aussi, il y aurait mutualisation entre les deux, il y aurait partage un jour peut-être de... vous voyez, je peux piquer quelque chose. Mais je pourrais vous donner un autre exemple que connaît très bien Michel. Emmaüs ou les ressourceries. Croyez-moi, ça frotte, La ressourcerie, c'est je récupère des matériaux, des canapés, des chiens, je les retape et après je les vends très peu cher. D'ailleurs, ils sont parfois en exposition dans les tiers-lieux. À la quincaillerie à Guéret, qui est mon tiers-lieu préféré au monde, eh bien, à la quincaillerie, j'y passe ma vie. Eh bien, les canapés de la quincaillerie sont en fait les canapés de la ressourcerie et c'est comme un showroom. Les gens peuvent acheter 15 € le canapé, alors on le remplace le lendemain et la tiers-lieu devient le showroom des... Voilà. La ressourcerie, elle se pose en concurrence avec la Emmaüs. Donc il y a aussi une dimension de frottement entre des démarches contributives. Comment arriver à concilier tout ça ? Voilà, Michel. Est-ce qu'on peut documenter la contribution concrète ? Parce que là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que c'est du concret. C'est du concret, mais qui est basé sur des valeurs communes. Quelles sont ces valeurs communes ? Quelles sont les valeurs communes de le Secours populaire, d'une ressourcerie, d'Emmaüs et de la Croix-Rouge ? Alors, c'est bien parce qu'on rebondit. Moi, là, je suis à la retraite professionnelle, donc, pas encore. Et donc, voilà.
Et Pascal m'a intronisé tout à l'heure, écrivain public des communs et de la coopération. C'est un écrivain public des communs, c'est son nouveau métier. Voilà. Donc, le truc dans lequel je suis le plus fier à Brest, pendant les 19 ans où j'ai été élu, c'est d'avoir mis en place une formation à la coopération qui s'appelle AnimaCoop. Tous les contenus sont en ligne, librement réutilisables avec la licence qui va bien. C'est-à-dire n'importe qui peut dire « Ah, cette formation est intéressante, moi, demain, à Nancy, je la monte. » Et vous avez le droit. Ce qu'on vous demande juste, c'est que si vous réutilisez la formation, les trucs nouveaux que vous allez inventer, vous les rajoutez pour que d'autres aussi puissent les réutiliser. Donc cette formation, elle dure 15 semaines, 6 heures par semaine, à condition d'avoir un projet. Tu as un projet et puis on te donne le recul méthodologique pour apprendre à coopérer. On ne t'apprend pas à contribuer et le point d'entrée, c'est ça. C'est avoir une envie collaborative. Il y a eu une thèse qui a été soutenue au mois de février, justement, sur les compétences collaboratives. Et en gros, on dit, si tu n'as pas envie de coopérer, ça ne sert à rien de te former à la coopération. Il faut que quelque part en toi, tu aies envie un petit peu de faire quelque chose pour la société et de le faire avec d'autres. Et donc, ce qui est très bien, ce que j'ai beaucoup apprécié sur Brest, c'est que maintenant, on a à peu près 300 personnes qui ont été formées comme ça à cette méthodologie de la coopération, du partage. Et donc, du coup, on a un terreau de gens qui sont dans cet esprit-là. Et du coup, les projets naissent plus facilement. Et par exemple, je vais donner juste un ou deux exemples de projets. Intergénération, une professeure de dispositif relais qui accueille donc les gamins les plus en difficulté, qui ne tiennent plus en place à l'école et qui, après un conseil d'école, sont mis de côté du collège et viennent 2 jours par semaine dans ce dispositif relais. Et elle les a mis en situation d'être professeur pour la résidence EHPAD, personnes âgées à côté, 85 ans de moyenne d'âge. Et donc, des gamins en difficulté, eux, deviennent profs. Ils construisent des séquences de formation. Et comme les personnes âgées progressaient, mais il n'était pas évident pour elles qu'elles progressaient, ils ont inventé des brevets. Donc des gamins en difficulté scolaire ont conçu un brevet, c'est-à-dire une série, par exemple, savoir envoyer un email à quelqu'un. Et il y avait une série d'items qu'il fallait cocher pour avoir cette compétence. Et à la fin de la séance, l'élève en difficulté signait le brevet, remettait un brevet avec le tampon du projet intergénération aux personnes. Donc on se retrouvait dans une situation complètement paradoxale où des gamins en difficulté devenaient profs, formateurs et fiers de l'être et reconnus comme tels. Donc, et là, donc, elle a introduit un projet collaboratif en classe. Donc des projets collaboratifs, il y en a des dizaines, des centaines. C'est pour ça que mon job actuel va être justement de les raconter. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ce qui se joue, c'est la reconquête de l'estime de soi, de la confiance. On ne peut pas coopérer si on n'a pas confiance en soi. Et dire les gens sont formidables, de donner à voir ce qu'ils font, de les mettre en valeur, c'est ça qui est important. Dans l'appel à envie de Brest, tous les projets doivent s'écrire. Et comme il n'y a pas de concurrence, de toute façon, ça marche. On a essayé de faire la même chose dans l'appel à projets des lycées et des collèges, et un proviseur a dit, mais si je publie mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil. Il avait tout compris. Donc ces gens-là, qui sont probablement de gauche, disent, non, c'est à moi. Mais non, c'est plus à toi. Et la société va changer si effectivement on crée du réseau. Donc moi je dis, si vous avez des projets, formez-vous à la coopération. Donc moi je cite AnimaCoop parce que les contenus sont ouverts, mais vraiment il faut former les cadres, il faut former plein de gens, des porteurs de projets, à ces méthodologies de coopération. Et à partir de là, le changement il va être petit, mais il va avancer. La coopération, on ne l'a pas appris à l'école, comme tu disais tout à l'heure, mais ça s'apprend, ça s'entretient. Et du coup, ça crée une dynamique, une envie de faire. Les gens se rencontrent dans la formation, échangent entre eux, et après, du coup, le territoire fait réseau. Donc je crois que si j'avais quelque chose à insister, c'est ça, apprendre à coopérer et faire en sorte que ce projet puisse se développer. Et un projet, dernier point, un projet il ne se reproduit pas ailleurs. Par contre, les idées que vous allez insuffler dans le projet, des choses qui se font, peuvent, elles, être prises ailleurs. Et il y a un mot pour cela, c'est la compostabilité. Chacun d'entre nous va retourner dans la terre et on va à notre tour enrichir la vie. Eh bien, un projet qui partage sincèrement est un projet compostable, c'est-à-dire un projet dont quelques briques vont pouvoir être réutilisées ailleurs.
Et j'anime un petit réseau qui s'appelle Bibliothèque Créative, où on essaye justement de donner à voir tout ce qui se fait, et chacun reprendra ce qu'il veut. Mais c'est important de dire ce qu'on fait et de permettre aux autres de le réutiliser et de partager sincèrement. Merci, en tout cas c'est que du positif et je trouve que ça donne une vision de la vie. Enfin voilà, on a envie vraiment de continuer, d'emmener tout le monde avec nous, bien sûr. Je vais juste faire une remarque, c'est que le modèle de démocratie contributive, d'apprendre à contribuer, n'a pas de couleur politique. C'est pas un truc de gauchiste, vous voyez, à droite comme à gauche, quelle que soit notre sensibilité, on est porteur de ces valeurs. C'est ce qui nous réunit, au fait. C'est ce qui fait aussi que la démocratie. Et donc, c'est important de dire que c'est pas une démarche, même si moi je viens d'une culture de gauche sans conteste, ce n'est pas idéologique. C'est plus que ça. C'est vraiment les valeurs d'une nouvelle forme de république et de démocratie. C'est quand même les valeurs de la République de façon générale. En tout cas, merci. Alors, justement, parlons de ces acteurs, parce que là, on dit, et tout à l'heure, Laurence, tu le soulignais, on a des acteurs actuels, on a des nouveaux acteurs qui rentrent, et on met tous les citoyens à bord. Et tout à l'heure, Pascal, tu disais qu'à un moment donné, il faut que, j'allais dire, on se posait des questions hier en Assemblée Générale à la Croix-Rouge qu'on n'a pas. Il y avait un sujet qu'il fallait qu'on ouvre pour accueillir tout le monde dans nos unités locales, mais aussi comment fait-on avec des gens qui sont dans nos unités locales et qui peuvent devenir des gens en besoin à un moment donné, et comment on les fait pas fuir parce que justement ils n'ont plus leur place à la Croix-Rouge, et comment on crée ces espaces de collaboration, et tous ces acteurs justement, les nouveaux acteurs qu'on voudrait mettre et les anciens acteurs, comment on les fait collaborer? Quelles sont les places aussi des élus aujourd'hui de toutes c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est pas aussi une façon, entre guillemets, pour l'État de se défausser et puis dire faisons faire aux autres comme ça et on fera pas notre part à nous? Mais comment, parce qu'il faut quand même que les collectivités gardent un rôle aussi, et comment on peut collaborer avec les collectivités ou pas? Oui, mais on pourra pas tout détruire, et à un moment donné, il faut qu'on fasse avec aujourd'hui ce qui est en place. Ça ne veut pas dire ne pas le faire évoluer, mais comment on fait marcher tous ces acteurs ensemble, et quels sont ces acteurs majeurs justement? Alors, ayant été élu local, c'est facile de répondre, parce que je dirais, il faut un changement de posture. Ce changement de posture, il concerne l'élu, comme il peut considérer changer le proviseur qui m'a raconté ces bêtises-là tout à l'heure. Il faut du lâcher-prise. C'est-à-dire que l'élu n'est pas celui qui est prescripteur. Il devient animateur du territoire. Il est celui qui devient facilitateur. Et donc, en jouant ce rôle un peu de facilitateur, d'éveilleur, d'accompagnateur, c'est plaisant. Parce qu'on n'est pas là en conflit avec les personnes. Les gens voient bien que vous faites votre possible pour accompagner. Et donc, on n'est plus dans cette situation de conflit. Simplement, dans la culture en France des élus, c'est une culture de pouvoir, de contrôle de l'information. Sur Brest, j'ai mis en place des sites contributifs où tout le monde a le droit d'écrire. Donc sur le numérique, mais sur l'économie sociale et solidaire ou sous d'autres secteurs, tout le monde a le droit d'écrire. Et ça marche. C'est-à-dire on a à peu près 1000 visiteurs par jour, on a un article par jour de publié. Et dans mon boulot professionnel, dans l'enseignement supérieur, sur les innovations pédagogiques, j'ai fait la même chose. Et ça marche. Un article par jour qu'on publie. Mais ça ne se diffuse pas. Ça ne se diffuse pas, pourquoi? Parce que les gens n'osent pas écrire, et si on ne va pas au-devant des gens, en tant qu'écrivain public, chercher l'écriture, amener à raconter des choses, ça ne se fera pas spontanément, et parce que les élus ont peur d'une écriture, ils ne font pas confiance aux gens. Donc la clé, c'est un changement de posture du côté des élus. Après, du côté des acteurs, la difficulté, c'est qu'on est nombreux, on est une force, mais on ne le sait pas. Et donc, on a inventé avec Jean-Michel Cornu l'idée, et Laurent, l'idée de LSD. C'est facile à se rappeler, LSD. Et LSD, c'est quoi? C'est libre, solidaire et durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs du libre, donc Wikipédia, aussi bien que les logiciels libres, de la solidarité, comme la Croix-Rouge, le Secours populaire et d'autres, du développement durable, donc les colibris, les AMAP et tout ça, eh bien, tous ces acteurs-là, ils partagent les mêmes valeurs. Et ils ne le savent pas. Et une des façons d'éclairer ces valeurs, c'est ce qu'on appelle les communs. Les communs, c'est quelque chose qui est produit par un groupe de personnes avec des règles pour gérer ce commun. Un exemple concret, les jardins partagés. Un jardin partagé, on cultive, on récolte, et la façon dont la récolte va être distribuée, elle varie d'un jardin à l'autre.
Donc c'est un commun qui définit ses propres règles, qui a le droit de participer au jardin, comment la récolte est faite, comment on travaille ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. Et les communs, c'est important parce que les communs, c'est Wikipédia, c'est les jardins partagés, il y a aussi les biens communs comme l'eau, etc. Et ces communs, c'est quelque chose sur lesquels on peut rassembler. Et donc, mon job actuellement, justement, en tant qu'écrivain public des communs et de la coopération, c'est de faire émerger cette idée des communs. Vous participez à des communs. Lorsque une bibliothèque départementale se construit avec les utilisateurs, elle construit un commun. Parce que c'est effectivement les utilisateurs et le personnel qui, ensemble, définissent le fonctionnement. Donc, cette idée de commun me semble éclairante. Et si on a le temps, on y reviendra tout à l'heure. Bien. Ah, non, en fait, moi, je voulais un tout petit peu approfondir cette question au sens où j'ai l'impression que ces valeurs commencent à être diffusées dans la société, mais on sait que le point dur, c'est les institutions, en fait. C'est-à-dire que c'est elles qui ont encore du mal à emmener cette culture, à embarquer cette culture en interne. Et si on prend les collectivités, par exemple, elles se retrouvent quand même souvent pris à défaut de promouvoir la coopération, mais avoir du mal à se l'appliquer en interne. C'est-à-dire que la coopération entre l'administration et le politique, la coopération au sein de l'administration, la coopération avec les autres collectivités, ça reste quand même très compliqué. Donc on sait que le point dur, c'est... Moi, je voulais témoigner de 2 expériences qu'on a menées récemment. La première, c'est comment on repense les politiques jeunesse. On a mené une expérience avec une région où, en fait, on a formé des jeunes, école de la deuxième chance, mission locale, à enquêter eux-mêmes sur les politiques jeunesse proposées par la collectivité. Donc ils ont appris à enquêter, comme des journalistes. Ils ont appris à documenter, comme tu le disais tout à l'heure, Michel. Et ils sont partis pendant 2 jours, donc on leur a appris pendant 2 jours à comment est-ce qu'on enquête comme un journaliste, pour comprendre comment est fait un dispositif. Ils sont partis les 2 jours suivants dans la collectivité. Ils ont interviewé, ils ont demandé à rencontrer les gens en charge des politiques jeunesse. Ils ont demandé à voir la documentation qui était fournie. Et le 3e jour, ils ont fait une expo où ils ont montré tous les trucs bizarres qu'ils avaient vus. Et en gros, ils montraient le décalage qu'ils sentaient entre ce que leur proposait la collectivité, même la tête des plaquettes où on voyait des banques d'images, les photos venaient de banques d'images américaines, où on voyait des jeunes mannequins, etc. Les gens, on ne se reconnaît pas là-dedans. Et en fait, voilà, on peut... faire de l'empowerment ou aider les jeunes à aller enquêter eux-mêmes sur les politiques dont ils sont normalement les bénéficiaires. Et on fait autre chose en ce moment. On forme des agents à changer eux-mêmes les règles du jeu de leur collectivité. Alors ça prend du temps. Hein. Ça, c'est 15 mois de travail à raison de 40 jours de participation par agent. C'est 20 agents impliqués. Et c'est comment on les outille pour qu'eux-mêmes changent la façon d'organiser les réunions, les valeurs de travail, comment est-ce que ça n'est plus puni de parler avec les collègues de la direction voisine, comment est-ce qu'on repart au contact des gens, parce que finalement on a des tas de gens qui sont en charge de tas de politiques publiques mais dont ils ne voient plus les bénéficiaires, ils sont dans leur bureau, donc comment on transforme ces cultures-là. Et moi je dis ça parce que je trouve que l'effort en ce moment est beaucoup mis sur la société civile, sur les associations, etc. Mais qui s'occupe de changer le code ADN, la culture de nos institutions ? On voit beaucoup de choses dites autour de l'innovation dans les collectivités, etc. Mais qu'est-ce qui, dans ces projets, ressemble vraiment à de la coopération ? Il y a beaucoup aussi d'innovation washing. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour faire semblant d'innover. Il y a un théâtre de l'innovation et de la coopération aussi. Hein. Il y a des gens qui en parlent, ça nourrit pas mal de monde, et il y a des gens qui en font. Et je pense qu'il faut donner une prime à ceux qui font. Et cesser de... Voilà, il y a des ministres qui parlent d'innovation, il y a des maires qui parlent d'innovation, mais quand on regarde dans leur propre structure, hein, il ne se passe rien. Et surtout, ce n'est pas les formes d'innovation dont on parle là, de coopération. Donc voilà, comment nous, en ce moment, on est un peu en train de se dire comment on rentre un petit peu sous la surface et on passe à l'étape suivante, quoi. Parce qu'il y a aussi, il peut y avoir une forme d'épuisement des acteurs à parler tout le temps d'innovation, mais à ne jamais être mis en situation de pouvoir faire, d'avoir le droit de faire.
En ce moment, on parle du droit à l'erreur. Nous, on parlerait plutôt du droit à l'essai-erreur. Parce que comment on donne le droit aux gens d'essayer et de se tromper et de réessayer à nouveau jusqu'à ce que ça marche, quoi. Donc là, voilà, les institutions sont un peu pris à défaut en ce moment d'en parler beaucoup, et même pour certaines de mettre de l'argent là-dessus, mais de pas du tout se l'appliquer. Bien, alors là, sur ce sujet, moi j'ai énormément de choses à dire. Je passe ma vie avec les élus. Je passe ma vie avec les élus. Et pour moi, c'est la clé. Alors déjà, aujourd'hui, vous devez le sentir, parce que c'est même mondial. Moi, j'appelle ça l'idéologie de l'innovation et les curés de la transition. Donc l'idéologie de l'innovation, c'est tout est design, tout est smart, tout est kit, tout est mix, on remix, on surmix. Bien sûr, cette idéologie vient de la Silicon Valley. Design thinking, alors ça c'est la grande mode, le design thinking pendant 3-4 ans, qui vient des neurosciences. Comment on manipule le cerveau, on lui apprend à imaginer toujours de la même manière. Modern Times de Charlie Chaplin, avant c'était la gestuelle du Fordisme, maintenant on vous apprend et on dresse votre cerveau. Ça c'est en train de s'épuiser, évidemment, puisque c'est des idéologies de surface. Moi, quand je m'adresse à un élu local et à un élu de campagne, si je commence à lui dire « Viens, on va faire du social design ensemble et on va bibliomixer ta library », le type me regarde, il me jette tout de suite. Donc déjà, il y a un rapport de langage. On appelle ça l'offuscation linguistique. Je suis en train d'écrire un texte sur l'idéologie de l'innovation. Ça fait 1 an que je l'écris, parce que là, ça va taper fort. Et donc, quand on s'adresse à un élu, il faut lui parler avec son langage. Alors moi j'ai des exemples concrets, parce que forcément j'accompagne des communes. Alors j'ai monsieur le maire de Bouvron. Bouvron, c'est à 20 km de Nantes. Monsieur le maire de Bouvron, il a déclaré dans Ouest France, finalement, il a 68 ans, il est VP du conseil départemental, et il a dit, dans Ouest France, finalement un maire au XXIe siècle, ça doit être horizontal. Alors là, ça m'a intéressé. Et puis je l'ai rencontré, et puis il me dit viens faire un tiers-lieu chez moi. Ok. Donc on commence à travailler ensemble, je vous raconte pas les détails, puis il me raconte la vie de la commune. Puis il me dit l'année dernière j'étais très content parce qu'on est parti avec le conseil municipal à la Biennale internationale de Venise, on était invités. Je lui dis comment ça, vous étiez invités? Bah oui, parce qu'on a refait l'école. Mais moi j'ai voulu faire ça avec du participatif. Alors je me suis adressé à des Québécois. C'est un type assez concret. Et on a refait l'école avec les enfants, avec les parents d'élèves, une sorte de lezou de l'école, de médiathèque de lezou de l'école. Et puis on a travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans, on a fait des chantiers participatifs. Alors je lui ai dit, et Marcel, il s'appelle Marcel, on se connaît bien maintenant, et je dis, et ça a donné quoi? Ça a donné que, toi qui es dans l'éducation, ça va vraiment parler, une salle d'école, en moyenne, fait 65 mètres carrés. Eh bien, les salles d'école de l'école de Bouvron, avec panneaux solaires, développement de... C'est génial. Elles font 100 mètres carrés. Pourquoi? Parce que les enfants ont exigé qu'il y ait des huttes en terre pour se cacher. Donc, dans chaque salle d'école de l'école élémentaire de Bouvron, il y a une hutte africaine où les petits-enfants vont se cacher avec des livres. Génial, génial. Et alors, il fait ça, et puis l'école sort. Et puis forcément, à la Biennale, moi je connais très bien le monde de l'architecture, c'est un monde que je connais vraiment extrêmement bien, eh bien ils ont été repérés par la Biennale internationale d'architecture. Vous vous imaginez monsieur le maire de Bouvron, commune de 2500 habitants, arrivant à du plus grand événement mondial d'archi, parce que c'est le championnat du monde d'archi. D'accord. Donc là, maintenant, il est carrément à faire, tiens, mon village va être un tiers-lieu en fait. Donc il veut carrément faire tout le village. Il veut faire tous les parcours. Ça, c'est un premier exemple. Ça va? C'est un premier exemple. Ouais, je prends beaucoup de temps, je sais. La question, c'est comment persuader l'élu que, finalement, mettre en place une démocratie contributive dans sa commune, en hyper-proximité, c'est un gain politique. Je vais donner un exemple que tu connais très bien, Christian, c'est Lezou. 300 personnes minimum, tu me corriges, Pauline, si c'est... 300 personnes ont co-construit, co-imaginé pendant 3 ans pratiquement, 2 ans et demi, 3 ans, la future médiathèque de Lezou, dont vous avez une représentante. Les élus de Lezou, si quelqu'un vient les voir en disant votre école, votre médiathèque c'est nul, votre médiathèque c'est de la merde, c'est nul, immédiatement il y a 300 citoyens qui disent dis donc, c'est nous qui l'avons conçu. Donc il faut que les élus comprennent, de droite comme de gauche,
que passer en démocratie contributive, c'est un gain politique. C'est un gain politique. À condition qu'ils jouent le jeu. À condition que ce ne soit pas du marketing, de l'idéologie de l'innovation qui joue le jeu. Et ça, moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien avec les élus. Alors, j'en profite, on est à 2 ans de l'élection municipale, donc je me remets une pression, mais alors je ne vous raconte pas. Mais j'essaye de leur expliquer que faire participer le citoyen à la construction des politiques publiques, et ça c'est un gain politique. Ils seront réélus parce qu'ils ont véritablement joué le jeu de la démocratie contributive. Et puis je vais finir comme ça, après j'arrête. À la Croix-Rouge, il y a des élus. On est bien d'accord. Effectivement. Je commence à connaître le système puisqu'on travaille ensemble. Mais il y a des élus. Il faut faire la même chose avec les élus de la Croix-Rouge. Il faut leur faire comprendre que s'ils font participer les gens, c'est un gain. Un gain politique au sens noble du politique, de la police, de la cité grecque. En tout cas, merci. Enfin, pour faire le lien avec la Croix-Rouge, je crois qu'on est un certain nombre d'élus à avoir un petit peu commencé à comprendre ça et vouloir, en tout cas, faire du collaboratif, faire du collaboratif partagé, vous l'avez dit à un moment donné, et en tout cas dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, on a vraiment envie de justement que ce soit pas je garde ma petite idée pour moi. On a pas mal d'actions qui sont notamment par exemple l'option Croix-Rouge à l'école pour justement faire partager. Tout ça, c'est en train de prendre, la mayonnaise prend et c'est absolument extraordinaire. En tout cas, ce que vous disiez à un moment donné sur les élus et la participation du citoyen et de l'habitant, c'est la dernière partie de notre intervention, c'est justement comment on fait participer les habitants, les citoyens dans tous ces projets, comment est-ce qu'on peut les inclure pour qu'à un moment donné ce soit quand même organisé mais tout en étant effectivement efficace, parce que passer des mots à l'action c'est pas toujours simple et qu'il faut à un moment donné comment on fait participer ça, et peut-être sur nos lieux Croix-Rouge, comment les citoyens peuvent intervenir. Comment est-ce qu'on peut faire? Je vais laisser la parole à Laurence. Alors, comment on peut faire? Je crois que je vais reprendre les thèmes que vous avez utilisés. C'est vrai qu'un élu, qu'il soit effectivement élu Croix-Rouge ou élu dans sa commune ou après dans les strates un petit peu plus élevées, ouais, tout à fait, c'est en fait qu'il devienne un animateur. Plus l'élu, mais effectivement qu'il anime un territoire en acceptant que les idées du territoire ne soient pas foncièrement celles qu'il partage, que ces idées-là vont venir enrichir, vont venir construire et vont permettre le partage. Et effectivement, cet animateur, donc cet élu, doit aussi se dire que je vais accepter la différence et que peut-être aussi que la personne que j'aide au quotidien en lui remettant un colis alimentaire, cette personne-là, elle peut aussi contribuer en fait à développer ces lieux d'échange, et elle est aussi une parole qui a tout autant d'importance que celle d'un élu. Voilà, à mon sens, c'est un des leviers. C'est qu'effectivement, et on l'a vu, et du coup, là, dans le monde salarial, effectivement, comment on va changer nos habitudes? C'est déjà en changeant nos organigrammes. Quand vous regardez, il y a la tête, et puis après, ça descend. Et puis, effectivement, moi, c'est ce que j'explique à mes équipes, il faut quand même savoir que la tête, sans la base, elle n'existe pas. Et c'est bien à la base de faire remonter quels sont leurs besoins. Elles doivent être acteurs et actrices de leur travail. Elles doivent être force de proposition. Mais c'est vrai, vous l'avez dit aussi, c'est pas culturel. Il faut vraiment qu'on s'acculture à ça, au fait que ma parole, même si je suis un simple agent d'entretien au sein de mon établissement, elle a autant de valeur que celle de ma directrice, et je connais mon métier et je peux être une plus-value. Voilà. Merci. Donc, comment faire concrètement? Alors, c'est une vaste question, mais peut-être un des points, c'est d'arriver à créer des places neutres pour que cette participation puisse avoir lieu. C'est-à-dire que le problème, la participation, ça peut être aussi instrumentalisé. Ça peut servir des buts qui ne sont pas ceux dont on parle là. Et donc, il faut arriver à créer une sorte de contrat préalable où les gens vont vraiment avoir le droit de participer, où ça ne va pas être de la fausse participation, ou alors ça ne va pas être de la participation instrumentée par l'extérieur. Donc comment on arrive à créer le cadre de ça? Ça, c'est un des trucs les plus durs à faire. Au fond, les méthodes, tout ça, ça fonctionne. Je veux dire, on sait comment... on sait que, par exemple, il vaut mieux que ça... Les réunions de 2 heures dans la salle municipale, ça ne marche pas, quoi. Pour faire parler les gens, ça c'est clair qu'on n'a pas les bonnes personnes, en fait. On n'a pas les gens normaux. On a les gens qui font tout le temps ça, etc. Donc, il faut plutôt avoir des processus plus longs. Il faut plutôt... nous, on pense qu'il faut partir en immersion. Mais tout ça, c'est que de la technique méthodologique.
Le préalable, c'est comment on crée un cadre où on a le droit, où les gens ont le droit de participer, ont techniquement la possibilité. Si vous faites ça en plein après-midi alors que les gens bossent, ça ne marche pas. Mais si vous faites ça le soir, vous aurez... Enfin, vous voyez, c'est une logistique. C'est aussi des règles contractuelles. Nous, on fait signer des conventions aux collectivités, aux institutions avec lesquelles on travaille pour obtenir qu'elles créent ce cadre. Donc on pose les règles. En fait, il y a des règles à poser pour que une vraie participation sincère puisse avoir lieu. Et si vous ne posez pas ces règles, par exemple, le pire, c'est la participation qui fonctionne très bien, mais rien ne se passe après. Alors ça, je peux vous dire qu'on est en train de créer des générations de déçus de la participation parce qu'on lance des opérations participatives sans s'être assuré d'abord que derrière, il allait bien y avoir une décision politique, un nouveau chantier nouveau lancé, un appel d'offres ou que sais-je. Et je pense qu'on a épuisé ces dernières années pas mal de gens avec des très 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 belles opérations de participation, mais qui n'ont rien transformé derrière. Donc, règle numéro 1, est-ce que la participation que je vais créer, est-ce qu'elle va aboutir derrière à des changements concrets? Et quelles sont les preuves que j'ai de ça? Donc nous, on travaille beaucoup à quels sont les prérequis d'une bonne participation. Comment on fétichise pas non plus les participants? Parce qu'il faut quand même aussi... je vais vous dire franchement, moi je travaillais avec des lycéens sur l'avenir de leur lycée. Eh ben, la moitié de ce que nous disaient les lycéens étaient des conneries et n'allait pas être utile au futur lycée. Mais l'autre moitié de ce qu'ils disaient, c'était des pépites. Comment on arrive à distinguer dans la participation ce qui est intéressant de ce qui l'est moins? Je dis ça parce qu'il ne faut pas non plus fétichiser la parole des usagers, la parole des citoyens. Il y a aussi des formes d'expertise. Un architecte, ça connaît quand même un peu ce que c'est que de faire un bâtiment. Donc comment on fait dialoguer l'expertise des experts, dont c'est quand même le boulot? Il y a des années de métier pour apprendre à faire un bâtiment, il y a des années de métier pour apprendre à faire un logiciel, avec l'expertise des usagers. Comment on arrive à faire dialoguer et à entendre les deux formes d'expertise. Mais ça demande, à mon avis, beaucoup, non seulement de travailler sur les méthodes, mais sur des règles de gouvernance, des prérequis. Et il y a quelques règles à respecter. Je dis ça parce que c'est ce dont je parlerai cet après-midi dans mon atelier. Oh, je fais du teasing. C'est pour nous donner envie. Bien, alors là la question c'est carrément mon métier moi au quotidien. Hier soir j'étais à Saint-Denis-de-Gâtine dans la Mayenne, vous voyez, dans un petit village, parce qu'ils ont un tiers-lieu, un projet de tiers-lieu, avec des habitants, un atelier participatif. Pour moi il y a deux réponses à la participation. La première, c'est le changement profond des fonctionnements d'une collectivité. Et ça, tu l'as dit. Une collectivité ne peut pas amener le contributif. Alors moi, je préfère parler de contributif que participatif, pour avoir travaillé pour le Conseil régional Poitou-Charentes un temps. Voilà. Donc, le contributif. Déjà, il faut changer le modèle interne de la collectivité. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an pour Eurométropole de Strasbourg. Voilà. 8000 salariés. C'est une PME, Alors, monsieur Laplane, le DGS que j'adore, il me missionne, 1 an, transforme-moi les 33 DG et les 120 directeurs en modèle collaboratif. Super. 1 an de travail, de culture, parce que c'est une culture. Parce que quand vous avez 33 directeurs généraux d'une métropole comme celle-ci, il y en a 2 qui sont polytechniciens et 3 qui sont énarques. Dans le genre formé à la hiérarchie, vous voyez, je ne peux pas rêver mieux. Donc déjà, il y a le changement interne à produire. Donc moi, je commence, quand je travaille dans le participatif, par la sensibilisation des élus et aussi des services de la collectivité. Donc ça commence en intra. Moi, je fais de la sensibilisation, de la formation, je leur explique ce que c'est un tiers-lieu, machin. Et puis ensuite, c'est là où arrive la question des tiers-lieux, vraiment. L'outil, c'est un outil extraordinaire, le tiers-lieu, s'il est vraiment concis, parce que, alors attention sur les tiers-lieux, en ce moment, tout est tiers-lieu, donc rien n'est tiers-lieu. Mais ça, c'est encore une discussion. Mais si ces outils... Je vais me tabler sur un exemple, c'est Madrid. Souvent, on parle de Barcelone, moi, je préfère parler de Madrid. À Madrid, le maire de Madrid, qui vient de l'économie sociale et solidaire, il a mis en place le Media Lab, un outil, ça s'appelle du municipalisme. Il a mis un lieu avec des agents municipaux qui le gèrent, mais où les citoyens peuvent venir construire des projets. À la médiathèque des Champs Libres, il y a l'espace 4C, qui a aussi ce rôle-là. C'est-à-dire on met un outil avec une documentation, des outils, des compétences, une bibliothécaire compétente, participative. Voilà, on met des outils à disposition des citoyens. Donc pour moi, les conditions de la participation dans les territoires, c'est égrener des réseaux distribués de tiers-lieux interconnectés qui mutualisent entre eux en plus,
qui sont des outils à la disposition du citoyen pour contribuer et produire des projets. Donc ça, pour moi, j'appelle plus même pas ça des tiers-lieux. Pour tout vous dire, j'ai écrit un livre sur la démocratie contributive. Pour moi, ce sont des unités locales de démocratie contributive qu'il faut mettre en réseau et que les collectivités doivent mettre à disposition des gens pour produire du bien commun, des communs. Pour moi, c'est ça. La solution, c'est ça, la participation. Et la Croix-Rouge, parce qu'on est quand même à la Croix-Rouge, donc, les unités locales Croix-Rouge, il y aura 5 ou 6 expérimentations, nous on en fait 2, et la coopérative des tiers-lieux en fait 3, je crois, ou 4, je ne sais plus. La Croix-Rouge, c'est ça. C'est comment la Croix-Rouge participe à ce dispositif des tiers-lieux en créant des unités locales de démocratie contributive où les gens s'entraident. Voilà, pour moi c'est ça la solution. Elle est très claire, elle est très concrète, elle pose des problématiques juridiques par contre, toutes sortes de problématiques, mais elle est très claire. Mettons en place dans tous les territoires des lieux qui permettent de revitaliser les territoires et où on laisse les clés à la médiathèque de Delft, en Hollande, et bien à partir de 17h, les clés de la médiathèque sont données aux assos. Donc les assos, elles arrivent, elles utilisent le lieu, les bibliothécaires rentrent se coucher. Voilà, c'est ça une des solutions. Non. Je vais juste prolonger sur les tiers-lieux. Si vous réfléchissez aujourd'hui, dans un lycée ou dans un collège, où est-ce que les profs peuvent travailler ensemble ? Pas en salle des profs, on prend le café, on discute, mais on ne travaille pas ensemble. Où est-ce qu'on peut monter un projet coopératif ? Donc, j'ai participé à un truc qui s'appelait le Conseil national numérique. On avait proposé que dans chaque lycée, il y ait un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace ouvert dans lequel on peut discuter, monter un projet ouvert aux parents, ouvert éventuellement aux élèves si on y arrive, aux acteurs de l'éducation populaire de la ville, etc. Donc, les tiers-lieux, ce n'est pas quelque chose simplement de théorique, c'est aussi le maire, où est-ce qu'il permet aux agents de sa collectivité qui ont une idée d'essayer cette idée, d'avoir un petit peu de temps pour essayer cette idée. Les tiers-lieux, c'est donc avoir à la CAF, au lycée, du temps libéré pour essayer. Alors peut-être qu'il y a un petit peu de sélection avant pour voir quel projet retenu, on peut pas libérer du temps pour tout le monde, mais qu'on ouvre cet espace de possible et qu'on essaye. On doit rentrer dans une société de l'apprenance, comme dirait François Tadei, donc de territoire apprenant, d'apprendre tout au long de la vie. Et donc, il faut des espaces pour essayer, pour innover, et on sera surpris de toutes les possibilités. Et plutôt que le mot participation, parce qu'encore une fois, la participation souvent à la mode des conseils de quartier, conseils de développement, ça ne marche pas tellement, parce qu'on demande l'avis des participants, qui sont certains groupes sociaux, les personnes âgées sont surreprésentées, les gens des quartiers populaires et les jeunes ne sont pas là, des avis, mais sur les projets de la collectivité, pas sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc moi je préfère le mot de pouvoir d'agir, qui a déjà été prononcé en anglais tout à l'heure, en capacitation, disent les Québécois, empowerment, les Américains anglo-saxons. Dire qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le pouvoir d'agir des profs, les pouvoirs d'agir des employés de la collectivité, les pouvoirs d'agir d'un quartier. Et je rêve d'appels à projets de budget participatif qui ne soient pas des budgets d'investissement. La plupart des budgets participatifs à Nantes, Rennes, etc., c'est très bien qu'il y ait cette possibilité de construire des équipements. Mais pourquoi pas mettre des petites sommes qui permettent aux gens de faire quelque chose. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'augmenter ce pouvoir d'agir. Et encore une fois, ce pouvoir d'agir, c'est tout le monde, c'est-à-dire comment la Croix-Rouge soutient un peu ce pouvoir d'agir, comment le proviseur du lycée ou le principal le fait, comment le maire le fait dans sa collectivité. Tout le monde est concerné. Et donc, ça se concrétise souvent par des choses comme les tiers-lieux qui ont été expliqués tout à l'heure. Et personnellement, j'anime un réseau qui s'appelle Bretagne Créative, où on essaye de mettre en avant les innovations sociales, de raconter. On a à peu près 120 innovations sociales qui sont racontées sur Brest, comment marche la Grainothèque, comment marche le réseau des documentalistes d'Oca Brest, des choses très concrètes pour essayer justement de soutenir cette innovation qui est abondante. Et aussi donc avoir une politique de valorisation des gens qui font.
Par exemple, quelque chose qui fonctionne bien, ce sont les tables citoyennes qui ont lieu dans les quartiers politiques de la ville, où on repère des personnes qui font des choses extraordinaires, mais qui sont des gens ordinaires. On en fait 1 ou 2 par an, et ça marche toujours. Il y a toujours plein de gens qui, thématiquement, sur la jeunesse, sur le recyclage, sur le partage, font des choses extraordinaires. Et je voulais juste terminer sur cette idée de commun, parce qu'on réfléchit un petit peu aussi dans les groupes qui existent maintenant sur les communs, sur comment on fonctionne. Et un point qui me semble important, qui peut aussi intéresser la Croix-Rouge, c'est le passage du mode de fonctionnement du consensus au mode de fonctionnement par consentement. Le mode de fonctionnement consensus, c'est un peu aussi la vieille gauche, c'est-à-dire on attend de se mettre d'accord, on discute, on fait une charte, ça prend 6 mois, 1 an, et puis des fois on s'engueule et on ne se met pas d'accord et on n'arrive à rien faire. Le mode de fonctionnement par consentement, c'est un groupe de personnes qui se réunit. Quelqu'un a une idée, s'il n'y a pas d'objection, fais-le. Et ceux qui veulent participer le font. Donc le mode de consentement, il va bien avec cette démocratie contributive dont parlait Pascal, c'est-à-dire encourager l'initiative, agir par consentement, c'est permettre à tous ceux qui ont envie de faire, de le faire. On n'est pas dans du contrôle, on est dans du soutien, de l'accompagnement, du développement de l'envie de faire. Je crois que c'est vraiment important si dans nos organisations, qu'ils soient syndicales, associatives ou d'élus, on arrivait à développer ces modes de consentement qui ouvrent et qui libèrent. Merci. Je crois que c'était un très joli mot de conclusion. On a, en tout cas, à la Croix-Rouge, beaucoup... Ça a fait un peu de bruit. À la Croix-Rouge, je pense que après cet atelier, ça ne... On va y arriver. Je pense qu'on a un champ de modification à faire, de penser différemment et de rompre tous ces silos et d'être beaucoup plus collaboratif. Enfin, en tout cas, là, c'est des choses, on commençait à en être conscient, mais vous m'avez encore plus convaincu aujourd'hui. Et je voudrais qu'on remercie nos intervenants, puis on va parler, vous allez pouvoir échanger avec eux, mais je voudrais qu'on les applaudisse très fort parce que merci pour ces échanges super riches. Merci à vous. Et je vous propose qu'on fasse circuler un micro s'il y a des questions, s'il y a des... Alors moi, j'en ai une petite avant de commencer. Est-ce qu'il y a des pays qui sont très avancés? On va attendre que l'avion soit passé. L'Italie est un pays qui a beaucoup... L'Italie sur les communs, donc il y a effectivement plein de choses qui sont passées avec un mouvement qui s'appelle le municipalisme, mais on n'aura pas trop le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais qui redonne, je dirais quelque part, une priorité à l'action des élus pour transformer le territoire. L'Espagne, avec les exemples connus de Madrid, Valence, qui a accueilli l'autre jour les bateaux, c'est des équipes municipales basées sur cette idée de municipalisme à Madrid, à Barcelone, à Valence. Et après, il y a aussi pas mal d'expériences, t'en citais tout à l'heure, dans les pays d'Europe du Nord, qui sont beaucoup plus ouverts au mode de fonctionnement contributif. Il y a aussi les villes en transition qui nous viennent d'Angleterre. Je rajouterais quand même, d'ailleurs tu as participé à une émission de France Culture où c'était dit, que quand même l'origine des communs, c'est aussi l'Angleterre. Les Commons Good et la charte commune, la Magna Carta de 1313. Et là, en Angleterre, ça fait longtemps qu'il y a des tiers-lieux. Alors ils n'appellent pas ça des tiers-lieux, ils appellent ça des fun palaces. Il y a un réseau de fun palaces. D'ailleurs, un certain nombre d'architectes, moi je ne vais pas rentrer dans l'archi, mais ça vient du monde de l'architecture des années 60, utopiste. Mais les fun palaces ont servi de modèle au centre Georges Pompidou. Donc cette culture, elle existe. Et puis en Italie, le design, des designers qui s'impliquent dans la ville, mais ça existe depuis les années 60. Il y avait un mouvement qui s'appelait l'anarchitecture, où des designers, le design ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Des designers allaient fabriquer des aires pour enfants à Naples, avec les enfants, en co-construction. C'est pas nouveau, c'est pas du tout nouveau. Et je pourrais même vous dire que c'est pas nouveau. Élisée Reclus, géographe anarchiste, demandait déjà à ce que les citoyens participent au territoire. Donc c'est toute une histoire. C'est pour ça que quand on me parle d'innovation, je suis mort de rire. Parce que c'est pas une innovation, c'est cette innovation, cette tendance des communs, elle existe depuis le 19e siècle. Elle est portée aujourd'hui par des gens comme Monsieur, mais c'est presque une tradition, sauf que cette tradition, elle est en train d'émerger avec la société collaborative, alors qu'avant, elle restait en sommeil. Pardon. Et juste un mot à la place de la 27e région, qui vient de remporter un financement européen pour un tour d'Europe des communs. Et
Et donc, les villes de Brest et de Grenoble sont partenaires avec Savoir Commun et la 27e région, qui est le pilote du projet. Nous allons faire un tour d'Europe des communs et nous allons raconter. Parce que la règle, c'est que qui voyage raconte publiquement. Merci. Y a-t-il des questions? Et on fait passer le micro. Qui veut poser des questions ou apporter sa pierre à l'édifice? Allez, Christian. Vous qui êtes en lien très quotidien, très fréquent, aussi bien avec le monde d'éducation que le monde des politiques, comment faire passer l'idée, dans le système éducatif en particulier, de mettre en place un CAP d'action collaborative dans le cursus des énarques, dans le cursus de Sciences Po, dans le cursus du bachelier de base, c'est-à-dire et j'ai commencé par les nappes, c'est pas complètement au hasard, j'ai commencé par la tête, hein, mais de se dire en fait comment arriver par une vision d'éducation, hein, à modifier un peu la part du citoyen et l'action du citoyen, hein, dans nos sociétés de futur. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut changer, c'est toute l'éducation. C'est-à-dire introduire la coopération dans les pratiques des enseignants et dans les lieux de formation, qui s'appellent les SP. Aujourd'hui, il n'y a presque pas grand-chose. Il y a juste des travaux par projet. Mais encore une fois, un prof de l'ESP, si vous en connaissez, demandez-lui où est-ce qu'il a publié un article qui raconte quelque chose. On ne leur apprend pas à coopérer, on ne leur apprend pas à donner à voir, on ne leur apprend pas à partager. Donc ça, c'est un chantier. Là, moi, je travaille un peu avec des coopératives pédagogiques ouvertes qui se mettent en place en Bretagne. C'est tout petit, il n'y en a que 4 actuellement, un par département, mais il y a cet embryon-là. Je pense que c'est vraiment important que les profs, qui sont quand même les bons élèves, qui ont été souvent dans les premiers de la classe, qui ont réussi, il faut qu'ils changent de posture. Et c'est compliqué ça, qu'ils ne refassent pas un enseignement disciplinaire. Les seuls trucs qu'il y avait comme projet au lycée, les TPE, sont supprimés l'année prochaine. Donc il y a un changement de posture des enseignants et on est en train de l'expérimenter dans le réseau coopératif Prof à Brest, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une formation où quelqu'un raconte sa façon de faire dans la classe, on le vit ensemble. Essayez que ce soit, je dirais, une formation coopérative où on fait des choses ensemble. Et donc là, si vous avez quelque chose à lire, moi je vous conseillerais le rapport de François Tadei, ses propositions pour la société apprenante, qui vise à une transformation. Le travail que fait aussi Jean Sour sur les Saventuriers, apprendre à chercher à l'école. On n'est pas à l'école pour recevoir des choses, les contenus on les trouve partout, on est pour apprendre et apprendre ensemble. Je trouve votre idée absolument formidable. Une chaire de démocratie contributive à l'ENA ou à Polytechnique. Je trouve cette idée, mais lancez-la. Vous en venez, alors lancez-la. Mais je trouve que l'idée est formidable. Ça, l'idée est formidable. Ça serait un vrai changement. Et à l'INET aussi. Hop, on a une autre question. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié toutes vos interventions et surtout j'ai bien vu que les exemples que vous preniez, c'est ou dans l'éducation ou chez les élus. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre dans notre pays, c'est la santé et les politiques de santé, les politiques de santé publique pendant des années et encore maintenant, on fait un plan national et puis ça descend et on croit quand ça arrive en bas, ça va s'exécuter alors que si on fait de la santé publique, c'est à partir des territoires, faire des projets à partir et qui doivent remonter. Donc, alors à un moment donné dans mon expérience, j'ai été élu à un moment et j'ai voulu essayer naïvement, parce que moi je ne viens pas du monde politique, mais le hasard a fait que j'ai été élu au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais et j'ai voulu, sur les problèmes, parce que les problèmes d'inégalité de santé très fortes dans le Nord-Pas-de-Calais, le Conseil régional avait dit pour réduire les inégalités, je vais intervenir sur la santé. Il est intervenu surtout sur les équipements de soins et notamment avec un exemple, un indicateur sur les IRM et le temps pour avoir un rendez-vous d'IRM, ce qui fait que... Alors ils ont investi, tous les hôpitaux étaient bien contents, on leur payait leur IRM plus vite qu'ailleurs, et ce qui fait qu'en l'espace de 2-3 ans, le délai d'attente, qui était de plus de 2 mois, est passé à 15 jours, le meilleur de France, hein, même par rapport à l'Île-de-France. Alors moi j'ai dit, de toute façon, mettre de l'argent en plus et
sur le système de soins, si on n'attaque pas les inégalités sociales, on ne fera qu'augmenter les inégalités de santé, ce qui est arrivé, bien sûr, puisque tous les équipements nouveaux étaient plus accaparés par ceux qui avaient les moyens d'y accéder. Ils y accédaient encore plus vite et d'autres étaient éloignés. Alors j'ai essayé de dire, il faudrait que si on fait un peu cet argent, au lieu de le mettre sur les équipements, on le mette plutôt sur la population et sur des programmes de santé à partir des territoires. Et l'ingénierie qui existe en région, il faut la mettre plutôt dans les collectivités, les grosses communes, et par un contrat, parce que la contextualisation se traduit par un contrat, c'est pas le même contrat dans tel territoire métropolitain urbain ou tel territoire du sud de la région, dans la Vénois, peu importe, mais qui soit contractualisé et contractualisé en mettant à la disposition des collectivités de l'ingénierie qui était au niveau de la région. Alors là, le débat avec les élus sur le budget, moi je paye, ils ne payent pas, ainsi de suite. Ils préféraient garder toute l'ingénierie au niveau de la région et faire des appels à projets et essayer d'intervenir uniquement par des appels à projets régionaux. C'était décevant, mais là j'ai pris du petit lait là, cet après-midi, ce matin. Mais alors cet après-midi, je vais revenir alors. Sur la question des soins, il y a un exemple qui est récent, que je trouve vraiment intéressant. Le groupement hospitalier de Paris, territorial de Paris, qui regroupe les 14 établissements psychiatriques de Paris, a créé il y a 1 an un laboratoire d'innovation sociale. C'est-à-dire leur boulot, c'est qu'ils appellent laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité. C'est-à-dire, c'est là aussi où on n'invente rien, en fait. C'est comment on revient à l'hospitalité comme une valeur centrale des soins, en fait. Comment on apprend à réaccueillir la fabrique de l'hospitalité à Strasbourg, qui est un autre laboratoire au sein du CHU de Strasbourg. Mais là, c'est à Paris, et c'est l'idée qu'autour des soins psychiatriques, on comprenne qu'on pourrait reprendre les choses en repartant des malades, des familles, pour repenser le système de soins et pas faire l'inverse, je trouve est un très bon signe en fait. Donc ça, ils commencent à se faire connaître en ce moment, ça s'appelle le Lab Accueil Hospitalité du GHT Paris Neurosciences, et qui regroupe quand même 14 établissements hospitaliers, dont Sainte-Anne, par exemple. Donc symboliquement, c'est quand même assez fort. Donc il y a de l'espoir. On commence à voir des choses monter. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, Guillaume. Merci. Moi, je réagis juste par rapport à ma problématique personnelle d'un petit département ardéchois, où effectivement, cette idée collaborative me plaît énormément. Et je me pose juste la question du tiers-lieu, savoir s'il est possible de faire un tiers-lieu itinérant et comment l'organiser. Comment l'organiser pour arriver à faire sortir les gens qui sont la tête dans le guidon et qui se disent je suis dans mon problème local et je n'en sortirai pas, et comment on va pouvoir faire pour voilà. Est-ce que vous avez des idées? Quel est le minimum important à mettre en place pour arriver à créer ce tiers-lieu? Quels sont le cahier des charges pour un tiers-lieu? C'est une très vaste question. Par contre, votre idée de tiers-lieu itinérant existe déjà, c'est déjà même en émergence dans les territoires, notamment dans la Creuse, moi où je travaille tout le temps, parce que c'est un territoire d'exception. En ce moment, il se passe plein de choses dans la Creuse, à Guéret, dans le Limousin aussi. Et en fait, il y a un projet, par exemple, d'une roulotte, d'un tiers-lieu mobile, qui irait polliniser les initiatives de territoire, aller voir les communes, les gens qui ont des initiatives. Alors ça peut être un jardin, ça peut être et aller polliniser l'esprit tiers-lieu dans tout le territoire. Les conditions préalables d'un tiers-lieu, je vais vous dire en une phrase, c'est d'abord une communauté. Un tiers-lieu n'est pas un lieu. Un tiers-lieu est un hors-lieu. Un tiers-lieu, c'est pas un lieu, c'est une communauté de gens qui partagent des valeurs, des communs justement, et qui éventuellement vont aller se poser dans un lieu. C'est un peu comme des Bernard l'Ermite, vous voyez, c'est un peu des coucous. C'est une communauté qui se promène, et puis elle trouve un lieu. Alors il faut que la collectivité et elle se pose dedans, et elle le contamine. Voilà, moi c'est un peu comme ça, mais on en parlera plus en concret si ça vous intéresse. Juste pour compléter, il y a aussi quelque chose qui est possible, qui n'est pas très compliqué en soi, si ce n'est le changement de culture, et qui est expérimenté actuellement sur la communauté de communes de Redon, qui est aussi semi-rurale, où effectivement, donc il y a un travail qui se fait, il y a un site web qui s'appelle Place du Partage,
où on interroge les acteurs du service public local et les acteurs du territoire sur ce qu'ils ont envie de faire. Et donc voir comment Pôle emploi peut aussi être un lieu d'échange, de recyclerie où on échangerait des objets. Donc comment les lieux de service public qui existent déjà peuvent élargir. Dans les petites communes rurales, c'est le café qui fait épicerie, bureau de poste, etc. Donc il faut inventer des nouvelles formes de service public. Et pourquoi pas un service public qui est ouvert comme la Poste, il aurait peut-être quelques mètres carrés pour servir de tiers-lieu, avec si une communauté, comme le disait Pascal, souhaite effectivement quelque chose, animer quelque chose. Donc je pense qu'il faut, moi j'y crois beaucoup, à cette hybridation des lieux de service public. La référence aussi que vous pouvez regarder, c'est la commune d'Engelheim en Alsace, avec le film de Marie-Monique Robin, Qu'est-ce qu'on attend ? Où on raconte comment, dans une petite commune, le maire il a créé des dizaines d'emplois, 130 exactement. Mais par exemple, la conserverie, où ils ont embauché un cuisinier, mais c'est les habitants du village qui épluchent les légumes. Donc il faut imaginer des nouvelles formes d'économie hybride qui permettent d'élargir les ouvertures de la bibliothèque, qui permettent de créer de nouveaux services. Et ça, on peut le faire à l'échelle des petites communes. Et en Ardèche, vous avez la chance d'avoir Saillant, qui est vraiment un exemple de démocratie contributive qui se met en place et qui commence à intéresser pas mal de monde aussi, partout en France. Merci. Pauline. Moi, j'aimerais réagir aussi par rapport à cette question des murs et du hors les murs, puisque je pense que c'est très important en fait de ne pas se cantonner dans un lieu. À Lezoux, à Lezoux, la médiathèque, on l'a construite en amont du projet de construction. Pendant 2 ans, on a sillonné le territoire, parce que c'est un projet intercommunal, donc on a été dans des communes de 200, 300, 400 habitants, et on a été à la rencontre des compétences et des savoir-faire, et surtout dans cette logique de voir ce qui était utile à un moment donné pour la population ou pour un groupe donné dans ces communes-là. Et s'enfermer dans des lieux où se dire bon, on va faire un tiers-lieu là, ici, maintenant. Enfin, je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut s'interroger en fait. C'est surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire, interroger aussi les personnes sur leurs besoins, sur leur territoire. Et après, on le fait dans une médiathèque, on le fait dans un café. Mais on a été nous en mode camping pendant 2 ans, et d'ailleurs on continue à faire malgré qu'on ait un superbe établissement qui est très joli. Mais on a eu la tentation à un moment donné de s'emprisonner dans nos lieux. Et en fait, cette question d'agir sur le territoire, d'aller à l'encontre, de sortir, d'aller rencontrer les EHPAD, d'aller rencontrer les personnels qui bossent dans les crèches, d'aller rencontrer les éducateurs de l'IME, le tissu associatif, la mission locale, etc. etc. Ça, en fait, c'est les problématiques, en fait, pour moi, de base, cette coopération entre les différents acteurs culturels, pédagogiques, sociaux d'un territoire. C'est ça qui est important, c'est ça qui le façonne, puisqu'on travaille, en fait, finalement, pour un groupe d'habitants qui est le même, mais on n'a pas du tout les mêmes compétences, et on ne doit surtout pas penser qu'une compétence est enfermée dans un lieu, au contraire. Enfin, il faut... Voilà, pour moi, c'est important de spécifier. C'est établir une cartographie des besoins, et vous donc devenir un pèlerin des communs. Oui, aller chercher, répondre concrètement aux besoins des gens. Enfin, c'est aussi ça. Effectivement, il y a des besoins partout et dans la transversalité de toutes les actions d'un territoire. Ça répond à un de stratégiques pour la région, aller vers et faire venir à. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter parce qu'il est midi et on doit libérer la salle. Oui, pardon. Petit mot avant de terminer, juste d'une part pour vous dire qu'on a beaucoup parlé de tiers-lieux, etc., mais il y a aussi des associations d'éducation populaire qui sont sur les territoires depuis longtemps, et pour ceux que ça intéresse, et je pensais à la DT de l'Ardèche, on a sur l'espace développement durable un projet de conserverie mobile qui est porté par des maisons de quartier de Romans-sur-Isère, qui est génial et qui a été construit avec les habitants, donc je vous invite à aller le voir. Et cet après-midi sur le quartier Résilience, malheureusement dans des conditions moins optimales, on aura Stéphane Vincent de 14h à 15h avec d'autres personnes qui parleront des diagnostics participatifs. On va creuser cette question-là de comment on construit, on identifie les besoins avec les habitants et on construit ces projets. Puis de 15h à 16h sur la question des partenariats et de comment on a aussi cette
construit en collaborant entre les différentes structures. Donc je vous invite à poursuivre ces échanges cet après-midi sur le quartier Résilience. Et merci à tous. Merci pour ces précisions. Enfin, moi, je voudrais vous dire, dans un monde qui n'est pas toujours rose, avec tout ce qu'on voit, un monde qui bouge, qui va trop vite, vous m'avez donné, en tout cas, cette matinée, un temps de respiration, avec aussi un grand espoir pour l'avenir et de revenir à des choses qui par moments me disaient, mais c'est quand même du bon sens et que c'est pas réinventer, c'est qu'on redécouvre des choses qui devaient exister peut-être sous d'autres formes en d'autres temps et que ça fait du bien de se poser. Et vous avez quand même, il y a quelques mots-clés, hein, coopération, redonner du sens, du lien, être ensemble, partager des valeurs, ne laisser personne sur le chemin. Donner le pouvoir d'agir aux gens, mais à tout citoyen. La démocratie contributive, enfin voilà, c'est des mots qui aujourd'hui m'ont en tout cas profondément touchée, parlé. Et je pense qu'il y a des choses qu'on avait déjà un petit peu essayé de mettre en route. Et ben ça nous donne encore en plus d'envie d'aller vers ce côté contributif, participatif. Et en tout cas, un grand merci parce que c'était très, très riche. Et j'espère qu'on va pouvoir, vous allez peut-être tourner un petit peu. Vous serez là aussi cet après-midi, Stéphane. En tout cas, un grand merci à tous les 4 pour votre participation. Merci à tout le monde d'être resté. Et je vous dire qu'en tout cas, merci pour ce grand moment d'espoir. Et on sait que l'avenir sera encore plus beau et qu'on va donner aussi aux jeunes à qui on prédit de temps en temps un avenir noir, le pouvoir d'agir, et ça, ce sera super. Oui, et ben nous aussi. Alors voilà, c'est passer des mots à l'action, et merci beaucoup. La petite Caroline Cross arrive.